Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui peut sembler un peu intimidant dans l'administration réseau, la configuration du DNS inversé. Mais vous allez voir, en réalité, c'est assez logique. On va décortiquer ça tranquillement, ensemble, étape par étape. Alors voilà le programme. On va d'abord s'assurer de bien comprendre ce qu'est le DNS inversé. Ensuite, on passera à la pratique. Comment on déclare la zone, comment on crée le fichier de configuration. Puis, bien sûr, on vérifiera que tout fonctionne comme prévu. Et à la fin, on se fera un petit récapitulatif pour avoir les idées claires. Allez, on commence par le commencement. Avant même de taper la moindre ligne de commande, il faut qu'on soit bien d'accord sur le concept. C'est quoi, au juste, ce fameux DNS inversé? On a tous l'habitude du DNS, non? On lui donne un nom de domaine, comme formation.local, et il nous renvoie une adresse IP. C'est la base. Mais la question, c'est comment on fait l'opération inverse? C'est précisément à ça que sert le DNS inversé. Pensez-y comme à un annuaire téléphonique. La recherche directe, c'est chercher le numéro de quelqu'un à partir de son nom. Facile. La recherche inverse, c'est prendre un numéro de téléphone et demander à qui appartient ce numéro. Et ça, dans le monde des réseaux, c'est super important, notamment pour la sécurité et pour la bonne délivrabilité des emails. Pour que ça marche, on a un outil un peu spécial, une sorte de domaine de premier niveau réservé uniquement à ça, le .inadresse.arpa. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes, parce qu'on ne va pas écrire les adresses IP comme on en a l'habitude. Et voilà l'astuce, regardez bien. Pour créer la zone, on prend les 3 premiers chiffres de l'adresse IP du réseau et on les écrit à l'envers. C'est aussi simple que ça, mais c'est la clé de tout le système. Bon, à cette théorie, passons à l'action. Maintenant qu'on a compris le principe, on va dire à notre serveur bind qu'il a une nouvelle responsabilité, gérer cette zone inverse. Le plan est simple et se déroule en 3 temps. D'abord, on va aller éditer le fichier de configuration principal. Ensuite, on va y copier-coller le bloc de déclaration de notre nouvelle zone. Et enfin, on va juste lui préciser où trouver le fichier qui contiendra les détails. Voilà, c'est ce petit bloc de texte qui va tout changer. On l'ajoute dans le fichier etc/named.conf. On lui dit en gros « Hey, pour les zones 1.168.192.in.adr.arpa, c'est toi le chef, type master, et toutes les infos sont dans un fichier qui s'appelle reverse.formation.local. » Ok, le serveur sait maintenant qu'il doit gérer cette zone, et il sait où chercher le fichier. Sauf que ce fichier n'existe pas encore. Il est donc temps de le créer et de mettre dedans nos fameux enregistrements IP Vernon. Et pour ça, on ne va pas partir d'une page blanche, ce serait risqué. On va faire ça proprement. On va copier un fichier qui existe déjà, on va s'assurer que les permissions sont correctes, et seulement après, on ajoutera nos enregistrements. C'est la méthode la plus sûre. On commence donc par cette commande cp pour dupliquer un fichier de base. Et ensuite, attention, étape super importante. On utilise shown pour s'assurer que l'utilisateur named, celui qui fait tourner le service bind, a bien le droit de lire ce nouveau fichier. Si on oublie ça, ça ne marchera jamais. Alors regardons ce qu'il y a dedans. On découvre un nouveau type d'enregistrement, le PTR, pour pointeur. C'est lui qui fait le lien de l'IP vers le nom. Et remarquez l'astuce. À gauche, on ne met que le dernier chiffre de l'adresse IP. C'est plutôt bien pensé, non? Ah, et un petit conseil, ou plutôt un avertissement. Le petit point qu'on voit à la fin de tous les noms de domaine, ce n'est pas de la décoration, il est absolument obligatoire. Il indique que le nom est complet. Si on l'oublie, Bind va essayer de deviner la suite et tout sera cassé. Donc on n'oublie jamais le point final. On a presque fini. La configuration est en place. Mais avant de crier victoire, on va faire une petite vérification. C'est toujours une bonne habitude pour éviter de mettre en production une configuration qui ne fonctionne pas. C'est très simple. On a une commande pour valider la syntaxe de notre fichier et une autre pour dire à Bind de prendre en compte nos changements, tout ça sans couper le service. C'est propre, rapide et efficace. On lance donc named checkzone avec le nom de notre zone et le chemin du fichier. Si le terminal nous répond « OK, c'est gagné », on peut alors, en toute sérénité, recharger la configuration avec systemctl reload named. C'est le moment de vérité. Tout semble correct, mais est-ce que ça fonctionne vraiment? On va maintenant interroger notre serveur DNS et lui demander de faire ce pourquoi on l'a configuré, trouver un nom à partir d'une adresse IP. On utilise la commande nslookup, un grand classique. On tape nslookup suivi de l'adresse IP de notre serveur. Et si tout s'est bien passé, la réponse doit contenir la ligne name égale srv-dns.formation.local. Si on voit ça, on peut souffler « ça marche ».
Pour ceux qui aiment avoir plus de détails, on peut aussi utiliser la commande de dig avec l'option "-x". Elle nous donne une réponse beaucoup plus complète et on peut y chercher la answer section. Si on y trouve bien notre enregistrement PTR, c'est la preuve irréfutable que notre configuration est un succès. Voilà, on a fait le tour. Pour conclure, faisons un petit récapitulatif des fichiers clés qu'on a vus aujourd'hui. C'est une sorte de pense-bête, la boîte à outils essentielle du DNS sous CentOS 7. En résumé, on a 3 types de fichiers. Le chef d'orchestre, etc. named conf, qui déclare les zones. Ensuite, le fichier de zone direct, qui traduit les noms en IP. Et enfin, notre nouveau fichier de zone inverse, qui fait l'inverse avec les enregistrements PTR. Simple, non ? En maîtrisant à la fois le DNS direct et le DNS inversé, on dispose d'une vision bien plus complète et cohérente de son réseau. Ça ouvre la porte à des configurations plus avancées, à une meilleure sécurité, à un meilleur diagnostic. La question est donc, maintenant que cette base est solide, quel sera le prochain projet ?